Donc, à partir de ce moment-là, j'ai émis l'hypothèse qu'il se pouvait qu'il y ait une composante infectieuse qui était négligée dans la maladie de Verneuil et que les patients avaient peut-être un déficit dans leur immunité locale et qu'ils étaient capables de s'infecter avec leurs propres germes, que leur immunité en quelque sorte les laissait pénétrer dans l'intérieur du pli et que du fait de ce déficit de l'immunité, ils n'arrivaient pas à éliminer les germes. Et donc j'ai tout de suite, effectivement, je suis dermatologue de formation, je ne connaissais pas grand-chose aux antibiotiques, j'ai tout de suite demandé de l'aide aux microbiologistes et aux infectiologues de Necker. Et donc à l'époque, effectivement, j'avais une quinzaine d'arguments, à la fois de la littérature et des arguments cliniques apportés par des patients, pour dire qu'il y avait quand même quelque chose avec les bactéries qui se passait, même si ce n'est pas toute l'explication, même s'il y a probablement un déficit au départ qui explique. Et alors, j'ai sur un autre diaporama qui fait 3 diapositives, les 15 arguments en 3 diapositives, mais pour pas alourdir l'exposé, je ne les ai pas mis sur ce diaporama. S'il y avait un public de médecins, je les aurais mis parce que c'est un peu technique pour des gens non médecins. Diapositive suivante. Donc alors, je vais vous présenter le travail de l'équipe. Et pour présenter un travail, c'est important d'abord de définir ce dont on parle, parce que sinon, on peut faire dire à des chiffres tout et n'importe quoi. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la maladie de Verneuil, il y a 3 stades de sévérité. Donc c'est important parce que nous, au point de vue traitement, ça nous guide et vous allez voir que les résultats ne sont pas les mêmes suivant les stades. Donc le stade 1, ce sont des patients qui ont un ou plusieurs abcès, mais l'abcès, une fois qu'il a fini d'évoluer, il ne laisse pas de cicatrice. Et c'est un abcès de petite taille. Pour simplifier, on pourrait appeler ça un nodule, une simple boule. Mais il peut y avoir alors un patient peut avoir plusieurs nodules ou dans la même zone ou dans plusieurs zones. C'est un stade 1. Alors après, on a, avec l'évolution de la maladie, une confluence possible de 2 nodules, plusieurs nodules, et on aboutit à des lésions qu'on pourrait simplifier et appeler des cordons, qui sont ces cicatrices dures, qu'on appelle dans la littérature des cicatrices hypertrophiques, et qui, elles, vont de pair avec des fistules, c'est-à-dire que sous le cordon, vous avez un espèce de tunnel dans lequel le pus passe. Ça reste un stade 2. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une atteinte complète de toute la zone. C'est-à-dire qu'on peut avoir un cordon et un nodule, mais il y a des intervalles de peau saine dans la zone. Donc là, ça c'est une définition, par convention, on parle de stade 2. Quand la maladie malheureusement évolue plus en avant, les lésions confluent complètement. Il n'y a plus un seul intervalle de peau saine dans le pli, et vous aboutissez à ces énormes placards où il y a des orifices et du pus, et tout est très dur, et vous avez cette espèce de terrier de lapin avec plein de trajets sous la peau. Pour simplifier, on peut appeler ça des plastrons. Donc, le stade 1, le nodule, le stade 2, le cordon, le stade 3, le plastron. Diapositive suivante. Donc je vais vous présenter le travail réalisé par l'équipe Verneuil au centre d'infectiologie Necker-Pasteur. Les dossiers ont été repris par le docteur Joël Lambert dans le dernier trimestre 2009. Et ces dossiers portaient sur les patients vus au centre médical de l'Institut Pasteur entre avril 2007 et 1er septembre 2009. On a donc trouvé 246 dossiers de patients suivis pour une maladie de Verneuil à Pasteur. Et sur les 246, il y avait 108 patients qui ont bénéficié d'un traitement antibiotique. Alors, effectivement, quand j'ai commencé à collaborer avec les infectiologues et les microbiologistes de Necker, ils m'ont tout de suite dit, si on part sur cette hypothèse, il faut des doses anti-infectieuses. Donc on est parti avec des doses fortes d'antibiotiques, c'est-à-dire des doses curatives. Parce que eux, ils partent du principe que les doses faibles favorisent l'apparition de résistance. Donc on a eu plusieurs stratégies et je vais vous survoler les différentes stratégies et on se concentrera sur la dernière parce qu'on a amélioré
durée de mise en rémission des patients. Et on a essayé d'améliorer les effets secondaires, ça je pense qu'on a toujours. Et on a essayé de mettre un maximum de patients en rémission. Donc vous allez voir pourquoi on a retenu la dernière ligne de stratégie. Et c'est essentiellement le docteur Join Lambert qui a piloté tout ça. Puisqu'il y a eu au départ, c'était logique, puisqu'il y avait le traitement de Jean Revus, qui a été vraiment le pionnier, le novateur dans l'histoire. Il avait montré ses débuts de bons résultats avec l'association rifampicine-clindamycine. Pour les patients, c'est rifadine-dalacine. C'était logique de partir sur ça, donc on est parti sur ça, mais à dose plus importante. Et on a eu un peu de bons résultats, mais un certain nombre d'échecs plus les stades étaient sévères. Et donc à ce moment-là, j'ai proposé Clamoxyl-Isilox, et on a un petit peu amélioré les choses, mais on n'était pas satisfait. À ce moment-là, Olivier Join Lambert a vraiment repris le flambeau de la thérapeutique, et c'est lui maintenant qui vraiment est le stratège, et il a suggéré d'associer rifadine et Isilox, rifampicine et moxifloxacine. Donc on a rajouté le métronidazole très vite, donc il y a eu un tout petit groupe qui a bénéficié de l'association rifadine-Isilox. Diapositive suivante. Donc là, c'est pour vous montrer la population, donc 246 patients. C'est clair qu'au début, de toute façon, on ne voulait absolument pas traiter les stades minimes, parce qu'un stade minime, il peut faire une poussée 2 fois par an, et entre les poussées, tout va bien. Donc si on met un traitement à une personne atteinte de Verneuil qui a une évolution naturelle comme celle-là, on ne peut pas savoir, on ne peut rien conclure si le traitement marche ou ne marche pas, ou si c'est l'évolution naturelle de la maladie. Donc on avait choisi de traiter que des patients assez sévèrement atteints. Donc il y en avait eu 118 entre le 1er avril 2007 et le 1er septembre 2009. Et vous voyez qu'il y en a eu 10 de perdus de vue. Il y en a eu 12 qui ont uniquement cette première ligne et qui après ont été perdus de vue. Et il y en a 96 qui ont eu un suivi prolongé, donc qui sont interprétables, appréciables. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc là encore, il faut savoir de quoi on parle, il faut bien définir les choses pour pouvoir savoir de quoi on parle. Cette patiente vue en mai 2007, ou en avril, nous a aidé, nous a montré d'abord qu'on pouvait se mettre en rémission alors qu'on avait un Verneuil sévère avec un traitement, qui en l'occurrence chez elle était des antibiotiques. Donc elle nous a permis de définir qu'est-ce que c'était qu'un patient en rémission. Donc pour nous, il y a 2 critères. Il y a les signes fonctionnels du patient. Le patient ne doit plus avoir de douleur, ne doit plus avoir de suintement. Et puis il y a ce qu'observe le médecin. Et pour nous, le médecin, ce qu'on avait remarqué, et ah oui, ça je ne l'ai peut-être pas expliqué quand j'ai parlé de cette patiente, c'est que quand elle est arrivée en rémission complète, elle m'a un petit peu surprise parce que, bon, d'abord parce qu'elle m'a dit je suis en rémission complète, mais c'est surtout que quand je l'ai déshabillée, je la connaissais avec ses énormes plastrons très durs, elle est fibreux dans toutes les zones, et en fait quand je l'ai déshabillée, il y avait des points noirs partout, il y avait quelques kystes épidermiques, ce que d'autres appellent les kystes sébacés, mais ces énormes plastrons durs avaient fondu. Donc, on a pris comme critère de rémission que, effectivement, les plastrons durs, les cicatrices hypertrophiques qui sont les cordons ou les nodules devaient avoir fondu. Par contre, effectivement, quand il y a eu des stades 3, des stades 2, il y a des dégâts, il reste des cicatrices. Donc les cicatrices, c'est ces fameux comédons multipores, ces points noirs, c'est les kystes épidermiques, donc c'est ces petits kystes mais qui ne sont pas inflammatoires, que d'autres personnes non atteintes de Verneuil peuvent quelquefois avoir dans le dos, sur des zones d'acné. Et alors évidemment, les formes sévères, on garde, à l'endroit où il y avait ces plastrons, garde des replis souples. La peau n'est plus ni violette, ni rouge, ni rose, mais elle est souple, mais il y a un repli, et quand on palpe, on sent comme une petite ficelle, et souvent quand on appuie, alors il y a des fois où c'est fermé, mais quand on appuie, on regarde aux 2 extrémités, on a un petit point noir à chaque côté, et on appuie, il y a un petit peu de sébum qui sort aux 2 extrémités.
C'est ce que j'ai baptisé les tunnels sébacés parce que j'avais pas vu ça avant. Et donc c'est ce qu'on observe chez les patients en rémission. Donc, alors, ça c'est les résultats des antibiotiques, les différentes stratégies. Donc vous voyez que quand Olivier a repris tous les patients, les 118 patients, sans tenir compte des stratégies différentes, les stades 1, c'est pour ça que je vous disais c'est très important de raconter ce que c'est que les stades. Les stades 1, on arrive assez facilement avec n'importe quelle stratégie à les mettre en rémission complète. Les stades 2, on est quand même à 70%. Et vous voyez qu'on a un problème avec les stades 3, mais il faut savoir que les stades 3, on les améliore quand même, puisqu'on peut leur faire des rémissions localisées, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir 5 zones au départ atteintes et après cette stratégie ne plus en avoir que 2 et avoir 3 zones en rémission complète. Mais il y a 2 zones actives, donc on ne peut pas dire que le patient en entier est en rémission. Et on a aussi des patients qui vont avoir des rémissions partielles, c'est-à-dire qu'ils étaient en stade 3 au départ, ils deviennent en stade 2. Mais bon, pour le patient, tant qu'il a des boutons, il souffre. Donc le résultat pour les stades 3 n'est pas tout à fait n'est pas satisfaisant encore. Diapositive suivante. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu les 4 stratégies qui ont été utilisées. Donc il y avait 20 patients qui avaient eu l'association rifampicine d'alacine et 21 qui ont eu clamoxyl isilox, 7 qui ont eu rifadine isilox et 28 qui ont eu l'association rifadine isilox flagine. Alors ce qu'il faut regarder ici, c'est le bleu. Le bleu, c'est les rémissions complètes. Le jaune, c'est les rémissions localisées. Donc on a 1 ou 2 zones en moins, 3 zones en moins, mais bon, il y a encore 1 ou 2 zones actives. Les rémissions partielles, c'est la zone est toujours active, mais elle a baissé d'un cran, elle n'est plus en 3 mais en 2, elle n'est plus en 2 mais en 1. Et les rouges, c'est les aggravations ou les échecs. Donc vous voyez, si on se concentre sur la première stratégie, qu'effectivement on est très satisfait sur les stades 1, puisqu'on les met tous en rémission, mais que ça marche un peu moins bien sur les stades 2 et pas du tout sur les stades 3. Donc, changement de stratégie. Clamoxyl isilox. Alors, bon, les stades 1, on en traitait très peu, c'est pour ça que vous n'en avez pas pratiquement pas sur cette diapositive. Vous voyez que les stades 2, on améliore un petit peu, et les stades 3, un petit peu, mais on n'est quand même pas très satisfait. Vous voyez tous ces patients qui sont encore actifs. Et c'est là qu'on a modifié la stratégie, mais pendant une courte période, puisqu'on s'est rendu compte qu'il fallait rajouter le métronidazole ulflagile. Et donc vous voyez tout de suite que dans la 4e stratégie, il y a effectivement beaucoup plus de bleu, c'est-à-dire qu'on met en rémission beaucoup plus de patients. Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné cette stratégie. Diapositive suivante. Alors les objectifs, j'aime, je fais mieux là pour pas gêner l'écran. Merci. Donc quels étaient les objectifs et les méthodes de cette étude? L'idée c'était donc d'apprécier à la fois l'efficacité et la tolérance d'une association d'antibiotiques qui est donc la rifadine à 10 mg kg, une prise par jour, l'isilox en une prise par jour et le métronidazole qui est le flagile en 3 comprimés par jour.